On a voulu, dans cette demi-journée, commencer finalement par le point focal de la Syrie, parce que finalement, à travers son environnement complexe, il, euh, il agit par capillarité sur l'espace moyen-oriental et son impact plus global, tel que ça a été évoqué dans la dernière partie des travaux sur le monde international lui-même, local, régional, international, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous allons essayer, dans cette deuxième table ronde, de rentrer plutôt, de revenir à des choses peut-être un peu plus larges qui est de faire une forme de bilan des révolutions arabes, des mouvements de transformation arabe, selon qu'on peut les qualifier ou pas de révolution selon les pays. Ce mouvement, bien sûr, dont la crise syrienne est partie prenante, mais n'est qu'un des éléments. Et d'une certaine manière, on voit très bien que, justement, comme disait Camille Legrand tout à l'heure, on en a parlé il y a un an, on se voit, on aurait pu ne pas y revenir, et on voit très bien que, d'une certaine manière, le phénomène de vitesse, la vitesse de libération dont parle le philosophe Paul Virilio, s'applique dans ce cas particulier de façon tout à fait considérable. Nous sommes confrontés à des phénomènes de transformation à la fois et de grande vitesse et de longue durée, et avec un impact désormais sur l'environnement régional, et ce sera un des éléments justement de cette table ronde et internationale, la question de la coopération euro-méditerranéenne, par exemple, sous tous ces aspects, est reposée, quoi qu'on en dise et quoi qu'il arrive, par la problématique des révolutions arabes. Et plus largement, les effets des différents événements, le tunisien, l'égyptien, bien entendu sur l'Afrique du Nord pris au sens large, et la révolution libyenne avec la chute de Kadhafi et son influence par exemple sur le Sahel. Et nous savons bien, nous, à quel point nous sommes impactés, nous autres Français, sont des éléments qu'il convient de remettre en perspective. Donc on n'a pas voulu, dans cette deuxième table ronde, faire un point focal sur l'expert sur la Tunisie, l'expert sur l'Égypte, l'expert sur le Maroc, etc. Peut-être une prochaine fois, lors de la troisième journée que nous consacrerons au monde arabe, nous reviendrons sur des aspects plus géographiques, en tout cas plus spécialisés. Mais le but de cette deuxième table ronde, c'est peut-être d'ouvrir sur justement ces phénomènes de transversalité qui ont déjà été évoqués dans la première table ronde, et justement poser ces questions à la fois des modèles de révolution et leurs conséquences telles qu'on les voit et qui ont été assez bien décrits par les trois mondes arabes de Joseph Meïla, et de notre côté, s'interroger sur des phénomènes de permanence comme la situation algérienne, par exemple, nous le laisse penser, ou le phénomène, je dirais, de révolution par le haut ou de transformation par le haut que le Maroc s'est appliqué, par exemple. On a vraiment des cas de figure assez intéressants pour nous permettre d'en débattre, et plus largement ensuite nous renvoyer à cette problématique de la coopération, dont je laisserai donc Abdenour Benantar en parler en dernier, en laissant d'abord la parole à Jean-Yves Moisseron. Alors, Jean-Yves est chercheur à l'Institut de recherche sur le développement et le rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. Et je lui ai demandé de faire une intervention un peu en deux temps. Il est économiste d'abord, mais également un observateur des transformations géopolitiques fortes du monde arabe. Il y a passé pas mal d'années de sa vie, d'abord en Égypte et puis en Tunisie, ou en Tunisie et en Égypte, pardon. Donc de regarder un peu en ouverture introductive la question de l'économie, dont on a
peut parler, qu'on a à peine évoqué tout à l'heure, et de revenir aussi peut-être sur la question libyenne et ses incidences. Jean-Yves, la parole est à toi. Alors nous sommes évidemment tout étranglés par le timing, mais disons qu'autour de 10 minutes, c'est le temps idéal, avec un débordement autorisé mais maîtrisé. Merci encore d'intervenir. Merci Jean-François Daguzan, merci pour cet exercice évidemment impossible puisque je dois traiter non pas un sujet mais 2 sujets, vous l'avez compris. Donc une situation globale du monde arabe sur le plan économique et ce qui était le sujet de mon intervention initiale, à savoir la situation en Libye et ses projections dans le Sahel. Donc je vais aller évidemment très très vite en dressant un portrait impossible. Mais quelques éléments seulement sur cette situation économique dans le monde arabe. Première chose que nous avons craint dans un premier temps, il n'y a pas eu d'effondrement économique. C'était une crainte tout simplement au regard des expériences de grandes transformations et de grandes transitions, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Pologne, ce qui s'est passé en Russie, où le PIB a été extrêmement impacté par ces transformations. Et c'était une crainte que des choses de ce type-là se passent, même si évidemment on avait bien tous en tête que la Tunisie ou l'Égypte n'étaient pas des économies centralement planifiées. Donc baisse de la croissance, mais pas d'effondrement. Et finalement, ça montre une certaine résilience des systèmes économiques dans le monde arabe. Résilience à la crise financière internationale en 2008, mais relative résilience à ces chocs macroéconomiques qui se sont traduits par quand même des baisses, par exemple, de recettes touristiques ou autres. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, cette résilience, parce qu'elle montre tout simplement à la fois des effets de dépendance qui sont perturbatrices et stabilisatrices en même temps, et peut-être aussi la grande question, une difficulté à poser la grande question qui sera celle de demain, c'est-à-dire changer finalement de ce qu'on appellerait un régime de croissance ou changer de modèle économique pour sortir des contraintes structurelles qui en large partie expliquent ou en partie expliquent, disons, ce printemps arabe. Et je fais référence évidemment à la question du chômage, la question du blocage des économies sur les questions de formation, d'innovation, de capacité à construire ce que certains économistes appellent une croissance inclusive, c'est-à-dire qui permettent de répondre aux défis démographiques que l'ensemble de ces pays connaissent. Donc ça c'est le premier point. La Tunisie, l'Égypte la Tunisie a une baisse de son PIB de 2% en 2011. D'après les projections, retour de la croissance à 2,7 en 2012. Pour l'Égypte, on est quasiment en 2011, une baisse sérieuse de la croissance, mais qui reste à 2%. En contraste, évidemment, avec des pays comme le Maroc, 4% en 2012, ou la Turquie, qui réalise des bonnes performances. J'indique ces chiffres tout simplement parce qu'il y a une idée qui a été énoncée, et je pense qui est très importante, y compris sur le plan économique, c'est que ce printemps arabe débouche sur des divergences en termes de trajectoire, à la fois économique et même géopolitique entre différents pays. Et j'ai été très frappé ces derniers mois dans mes visites au Maroc et en Tunisie par la divergence forte que l'on observe, en particulier dans la nature des relations avec l'Union européenne et notre capacité à construire ou rebâtir ou refonder un partenariat euro-méditerranéen autour d'un nouveau projet. Je pense que là, il y a des divergences qu'on observe sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan économique. Je parlais tout à l'heure des éléments de dépendance. Vous savez que des économies comme la Tunisie ou l'Égypte sont assez dépendantes du tourisme, et là, il y a eu des chocs assez forts, tout en sachant que l'expérience historique montre que ces pays retrouvent ou arrivent à retrouver assez rapidement des trends de long terme de progression des recettes touristiques, même quand elles traversent des chocs, des attentats importants.
Et pour l'instant, il y a une certaine incertitude pour savoir, selon l'évolution en Tunisie en particulier, ou même en Égypte, si ces pays s'enfonçaient disons dans des troubles assez importants, une incertitude sur le maintien de ce trend historique. Bon. Ouais, je vais extrêmement vite. Ce qui me semble important aussi, c'est qu'on est peut-être dans une période relativement, comment dire, sur le plan économique, relativement stabilisée, entre guillemets. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais cette stabilisation ou cette stabilité, elle repose sur l'épuisement d'un certain nombre de marges de manœuvre dont disposaient ces différents pays. Alors je parle essentiellement de la Tunisie et de l'Égypte ici, puisqu'on observe que ce soit sur le plan disons, du déficit budgétaire, de la dette, d'un certain nombre d'instruments de politique macroéconomique, il n'y a pas d'effondrement, mais en même temps, on se rend bien compte que les clignotants se mettent un petit peu au rouge dans un certain nombre d'aspects. Et donc, l'hypothèse, c'est aussi que peut-être qu'un certain nombre de capacités ou de réserves ont été jusqu'à présent utilisées et que ça ne conduit pas au socle du problème qui est toujours posé, qui est celui du chômage, qui est celui, je l'ai dit, de la formation, des questions d'innovation, de productivité, autant d'éléments que l'on doit suivre pour essayer de comprendre si sur le plan économique on observe effectivement une transition, c'est-à-dire un changement systémique d'ensemble, ou si on est derrière, disons, les changements politiques ou sociétaux, est-ce qu'on est dans une stabilité des modèles de croissance. Il y a des chiffres que l'on peut observer, par exemple la part des subventions qu'apporte l'État égyptien pour les produits de base, l'essence, le sucre, etc. C'est extrêmement frappant de voir que ces subventions si on les mesure en part du budget de l'État, par exemple, représentent une très forte stabilité malgré tous les efforts qui sont faits pour éventuellement baisser les subventions sur recommandation des bailleurs de fonds internationaux. Ça montre simplement qu'il y a dans ce système économique ce que j'appellerais une stabilité systémique qui est très fortement ancrée et qu'il est extrêmement difficile de sortir, et donc qui forme une espèce de piège dans le régime de croissance duquel on a du mal à sortir. Donc, système bloqué, mais en même temps qui ne résout pas, encore une fois, les problèmes d'intégration dans le marché du travail de cette jeunesse qui arrive chaque année dans ces pays. Un chiffre extrêmement frappant qui montre aussi le décalage qui peut exister entre ce groupe de pays et les autres pays en développement, c'est celui du taux de participation au marché du travail. Il est seulement de 45% de la population active dans le monde arabe, c'est-à-dire bien loin des chiffres que l'on observe dans les autres zones en développement, que ce soit l'Amérique latine ou l'Asie, ou en Asie de l'Est, ce chiffre est de 74% et 66% en Amérique latine, seulement 45% de la population active, donc population active par rapport à la population totale en âge de travailler. Ça veut dire que finalement, que ce soit ceux qui travaillent dans la population active ou ceux qui cherchent un travail, ne représentent que moins de la moitié de la population active susceptible de travailler. C'est vous dire qu'il y a un très fort décalage. Et alors évidemment, l'une des explications, c'est la très faible participation des femmes, mais même si qui est de 20% versus 50% en Amérique latine ou 70% en Asie, uniquement pour les femmes, mais même si on tient compte uniquement des hommes, on se rend compte que ces chiffres sont extrêmement bas. Et là encore, ça montre, c'est simplement des indicateurs de cette espèce de système bloqué. Donc toute la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ces révolutions arabes conduisent à un changement de mode de croissance, de régime d'accumulation, ce qu'on mesure mal parfois avec les chiffres macroéconomiques. Je vous rappelle que les
la plupart des économies se sont à peu près trompées sur le printemps arabe. En décembre 2010, j'ai participé à un colloque qui réunissait ce qui se faisait de mieux en matière d'économistes sur le monde arabe. Et la réponse, en décembre 2010 au Caire, la réponse était, en gros, il y a des problèmes d'emploi, mais tout va bien, le monde arabe est résilient à la crise financière internationale. On était à... Ça bouillait déjà pas mal sous la marmite et le constat était là. Donc, la nécessité, y compris... Enfin, d'abord, il faut avoir une certaine défiance vis-à-vis des chiffres macroéconomiques qui peuvent cacher un certain nombre de réalités sociales. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant se pencher sur précisément ce fonctionnement, la machinerie intérieure et la façon dont évoluent ces régimes d'accumulation. Et là-dessus, on n'a pas de réponse encore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, pour toute une série de raisons, si ces pays s'engagent dans des transformations de nature qualitative qui vont résoudre les problèmes. S'ils ne le font pas, s'ils ne sortent pas de ces régimes de croissance, ça veut dire que se profile une deuxième révolution. Parce que les problèmes fondamentaux qui ont été posés, les problèmes de chômage, les problèmes d'intégration de la société, les problèmes de travail des jeunes, etc., ne sont pas résolus. Et en épuisant ces réserves, ces capacités de réserve, les États sont de moins en moins capables de résoudre les problèmes fondamentaux qui se posent. Donc ça, c'est un point décisif, disons, pour les trajectoires futures de ces pays. Mais encore une fois, ce qu'on observe, c'est une divergence des trajectoires entre le Maroc d'une part, la Tunisie d'autre part, l'Égypte, les pays du Golfe, chaque pays ou groupe de pays étant dans des situations différentes de ce point de vue. Je passe, j'ai déjà épuisé mes 10 minutes, mais je passe juste quelques mots sur la Libye maintenant, puisque finalement avec Jean-François, on a travaillé et un certain nombre de publications qui ont été faites en 2011 traduisaient relativement bien ce que l'on observe. Donc pour moi, ce que l'on observe aujourd'hui en Libye, à la fois en Libye et d'ailleurs dans l'ensemble du Sahel, n'est pas très, très étonnant. Je crois que le maître mot qui a été prononcé dans la séance introductive, c'est la fragmentation. Cette fragmentation, elle est, je dirais, consubstantielle de la société libyenne que l'on peut rapidement qualifier de société segmentaire, dans lequel l'équilibre social, l'unité ne repose pas du tout sur notre idée du peuple, de la citoyenneté, d'une adhésion commune à des valeurs partagées et qui s'incarnerait dans une figure qui serait celle de l'État et où les citoyens, guidés par la raison, seraient en capacité d'équilibrer, disons, intérêt général et intérêt particulier. C'est un peu le modèle que l'on a dans l'interprétation et que l'on a eu dans l'interprétation, y compris beaucoup de collègues académiques disant le problème, c'est comme celui de la Syrie, un peuple qui aspire à des libertés civiles et qui lutte contre un dictateur qui a mis en place un État autoritaire. Voilà le schéma et on sort de ça. Pas du tout. Ce schéma-là ne tient pas du tout. Il n'y a ni peuple, ni État, ni citoyen. Il y a une société qui a été assez bien décrite par les travaux des politologues ou des anthropologues, et je pense à Gellner en particulier sur cette société segmentaire. Donc un régime complexe d'opposition permanente entre des groupes qui ne sont pas des groupes unifiés, qui sont des groupes à plusieurs strates, c'est-à-dire il y a le groupe de la famille, puis la famille élargie, puis la tribu élargie. Et tous ces groupes sont dans des oppositions, des alliances, des systèmes d'alliances et d'opposition complexes à plusieurs niveaux, mouvantes. Et ce désordre apparent crée un ordre social qui est un ordre qu'on qualifie parfois d'acéphale, c'est-à-dire sans tête, et qui a un régime de régulation relativement stabilisé jusqu'à un certain point. Tout cela est, je vais très très vite, tout cela est assez perturbé par des éléments d'évolution de la société libyenne depuis 40 ans qui sont l'urbanisation, l'éducation, la formation. Évidemment, c'est une société qui se transforme et fondamentalement aussi le fait que ce soit une économie rentière. Donc, cette société a quand même besoin d'un principe d'ordre supérieur.
traditionnellement dans les sociétés segmentaires, je termine là-dessus, dans les sociétés segmentaires, ce qui joue ce principe d'ordre supérieur, transcendant, si je puis dire, qui est nécessaire, c'est les confréries soufis, qui sont un peu dans une situation d'autorité morale, d'externalité par rapport au conflit. À mon avis, c'est pour ça que la première monarchie, la première unité nationale libyenne se fait autour de la monarchie, mais qui est l'émanation de la Sénoussi, de la confrérie Sénoussi. Ce principe d'ordre n'était pas suffisant historiquement lorsque la société libyenne est devenue aussi une économie rentière. Et donc, ce principe d'ordre a été incarné tout simplement par Kadhafi, qui a mis en place non pas un État autoritaire, mais un régime de subversion permanente et de jeu déséquilibrage et de délégation en même temps de la violence, qui a maintenu cet ordre. Le problème maintenant, donc réémerge, c'est le principe de la fragmentation d'une société segmentaire, mais le problème qui se pose maintenant, c'est quel type d'unités transcendantes sont imaginables pour redonner sens à la fois à l'unité de cette société. Et là, eh bien, le modèle que nous proposons, c'est le modèle de l'État centralisé, différencié, pour parler comme les politologues, avec une armée, une justice, des institutions qui fonctionnent, avec un principe démocratique. Mais là encore, nous sommes dans une mythologie, si je puis dire, dans un projet qui, on le voit très bien, cadre très mal avec les évolutions actuelles de la situation en Libye. Donc c'est, à mon avis, on rentre plutôt dans une période assez longue d'instabilité, avec une difficulté à construire un ordre, sachant que, malgré tout, pour être optimiste, il y a quelque chose qui était aussi... Enfin, on avait la crainte que tout le monde s'attaque aussi au socle de ce qui fait tenir la Libye, c'est-à-dire le pétrole. Et on voit quand même que là-dessus, malgré les divergences, les tribus, les forces politiques ont l'intelligence de ne pas toucher à cette rente qui permet à tout le monde de vivre. Dernier point sur la Libye, je voudrais juste insister aussi sur la violence. On est passé d'un pays qui avait plus de 6 millions d'habitants à un pays qui aujourd'hui en compte peut-être 2,5. C'est-à-dire que les 2,5 millions de travailleurs étrangers sont partis, très peu sont revenus. Et deuxièmement, il y a maintenant plus d'1,5 million 500 000 Libyens qui sont partis à l'extérieur du pays. 1 million en Tunisie, ce qui est absolument considérable pour ce pays, et 500 000 à l'extérieur. Donc c'est un pays qui s'est vidé de plus de la moitié de sa population. Et donc, là encore, des processus de réconciliation nationale vont être assez difficiles à mettre en place. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jean. En premier lieu, je dirais que tu relèves une problématique, à mon sens, essentielle et pas tellement bien perçue par les observateurs notamment médiatique souvent, c'est cette problématique de la deuxième révolution. Je reste totalement persuadé, moi également, que l'échec d'une transformation économique telle que tu l'évoques, qui, par les gouvernements en place issus des mouvements révolutionnaires ou de transformation que nous venons de connaître, conditionne ou pas une deuxième révolution qui sera certainement beaucoup plus violente que la première. Et qu'en dehors du cas particulier de la crise syrienne qu'on a largement évoqué, je dirais, des pays, y compris les plus stables en apparence, peuvent être en sursis à cause de l'échec de la transformation économique que ne pourraient pas assumer les gouvernements démocratiquement élus ces derniers temps. Et là, il y a un véritable enjeu qui est posé pour l'ensemble de ces pays-là, qui laisse poser une épée de Damoclès sur leur tête assez inquiétante. Et pour la Libye, oui, bien sûr, la question de la segmentation a été ô combien au cœur, finalement, des évolutions récentes. Et
Et là aussi, c'est un élément dont on pourra revenir ensuite aussi dans la discussion et qui revient aussi là, pour le coup, dans lequel je réintroduis l'Irak et la crise syrienne, qui est, d'une certaine manière, va-t-on vers une remise des États-nations à l'issue de ce grand mouvement de transformation? Est-ce que c'est la fin de l'État postcolonial tel que nous l'avons connu et le retour à, alors pas au passé, justement parce que celui-là ne peut pas revenir, mais à autre chose? Voilà, et je donne immédiatement la parole à Yahya Zoubir, qui est professeur géopolitique à l'école Euromed Marseille, qui a une longue carrière d'enseignant-chercheur aux États-Unis, qui a permis de faire, je dirais, le lien entre la recherche universitaire américaine, la Méditerranée et la France, on peut dire. Et je lui remercie de venir porter un regard justement sur les évolutions respectives au Maghreb, notamment des pays qui nous concerne peut-être plus directement nous autres Français, et avec justement cette problématique de la spécificité algérienne et du changement qui se produit autour. Alors, est-ce que nous avons un roc immuable d'un côté et une mer déchaînée de l'autre, ou est-ce que les choses ne sont pas si simples? Merci, Yahya. Je te remercie, Jean-François, pour cette introduction et surtout pour l'invitation, même s'il fait beaucoup plus froid à Paris qu'à Marseille. Il faisait 18 hier, hein, avec un beau soleil. Tu m'avais demandé de parler un petit peu de la spécificité algérienne, c'est-à-dire pourquoi, au regard de ce qui se passait dans le Maghreb, à la veille des révoltes, ou je ne les appellerai pas révolutions pour le moment, mais un petit peu des révoltes qui sont produites dans la région. Et pourquoi que l'Algérie, justement, qui avait pratiquement les mêmes caractéristiques, si on voit les problèmes sociaux, les problèmes socio-économiques, le problème du chômage des jeunes, etc. Et pourquoi qu'il n'y a pas eu, justement, un soulèvement, alors que l'Algérie était peut-être le candidat idéal. On en parlait ici, c'était l'Algérie prochaine victime de ces évolutions. Alors j'ai essayé un petit peu de voir qu'est-ce qu'il y avait malgré ce malaise en Algérie et malgré un début de turbulence, si l'on veut, au début du mois de janvier. On a vu des événements en Algérie, mais ça s'est estompé rapidement. Il y a eu, ce sont des griefs plus socio-économiques qu'autre chose. Donc je vais essayer de vous donner quelques points, puisque tu me l'as demandé. Donc, je dirais aussi que l'année auparavant, la gendarmerie algérienne avait identifié à peu près 10 000 émeutes ou grèves de ce genre, 10 000 en 2010. Et donc, et justement, c'est ce qui a vraiment, ce qui nous a interpellés à essayer de comprendre pourquoi l'Algérie n'a pas eu ça. Alors, qu'est-ce qui explique cet exceptionnalisme, si l'on veut? Tout d'abord, à mon avis, et peut-être que certains ne seront pas d'accord, c'est que l'Algérie n'était, par rapport à la Tunisie, n'est pas un État policier. Par rapport à la Tunisie, il existe quand même en Algérie une échappatoire, si vous voulez. Il y a une presse relativement libre où les gens peuvent s'exprimer. On peut même s'attaquer au président ou autre sans risquer de se faire emprisonner. Donc, il y a un peu ça. Et de l'autre côté aussi, il me semble en Algérie, il n'y a pas une cible particulière, un dictateur. Bouteflika, qu'on le veuille ou non, a encore une certaine popularité, peut-être pas dans les villes, mais dans le reste du pays, il jouit encore d'une certaine réputation. Il y a aussi, bon, comme échappatoire, des élections relativement libres. Il existe encore un multipartisme, etc., etc. Même si on voit une certaine apathie politique, c'est-à-dire un certain scepticisme par rapport au système politique algérien en général. Donc, il y a un manque de confiance. Il y a 75%, on a fait des sondages d'opinion, 75% de la population ne fait pas confiance
ni à l'Assemblée nationale, qu'on voit comme, comment tu dis, rubber stamp, qui juste ratifie les décisions prises par la Chambre d'enregistrement. Il y a aussi le fait que, on ne l'a pas souligné, depuis 2005, la société civile pratiquement, et la société politique, si l'on veut, a été étouffée par la présidence, par le président Bouteflika. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité au niveau de la société. Ce qui fait que lorsque il y a eu ces événements de janvier 2011, il n'y a pas eu un relais de la part des organisations, disons, de partis politiques, à part un petit peu le RCD, qu'on a appelé Saïd Samedi, puisqu'il y avait des réunions tous les samedis. Donc, il n'y a pas eu une articulation, c'est-à-dire de ces demandes socio-économiques et en faire des demandes politiques. Aussi, on doit tenir compte du fait que les Algériens sont toujours marqués, non seulement par la période de la guerre, etc., 54 à 62, mais aussi des événements après 1988. D'ailleurs, ils disent, nous avons eu, si vous interviewez les Algériens, nous avons eu notre révolution en 1988, on n'a rien à apprendre des autres, etc., etc. Donc, je dirais que ça a marqué les esprits, le traumatisme reste toujours d'actualité en Algérie. Et donc, si on demande aux Algériens, vous leur demandez pourquoi vous n'essayez pas de changer le régime, ils vous diront pourquoi. Hein, qu'est-ce qui va se passer? On a essayé, voilà ce qui s'est passé. Et puis, il y a le conflit, et je pense que vous faisiez référence un peu à ça, le conflit en Libye, c'est toi qui l'as dit, le conflit en Libye a eu un impact très négatif sur la population algérienne, par rapport aux ceux qui auraient souhaité peut-être qu'il y ait eu un mouvement contre les autorités. Voir la Libye, et je pense que certains d'entre vous connaissent assez bien l'esprit algérien, une présence de l'OTAN aux frontières de l'Algérie a un impact considérable, qui a été perçu d'une manière très négative. Donc, on a eu une certaine crainte par rapport à ce qui se passait en Libye, cette situation d'instabilité, de guerre, etc., de réfugiés, entre autres. L'opposition, il n'y a pas, par exemple, en Tunisie, on a vu que l'opposition à l'UGTT a joué un rôle critique. En Algérie, l'UGTA n'a pas joué de jeu pendant cette période, contrairement à la Tunisie, comme je l'ai dit. Il y a bien sûr le fait que l'Algérie bénéficie quand même de ressources considérables, 200 milliards de dollars en compte. Et puis, donc, chaque fois qu'il y a... C'est-à-dire que le régime, ce qui explique sa résilience, c'est comment on dit, le fait qu'il est toujours en place, c'est ses ressources, justement, et qu'il est capable de coopter tout mouvement qui se soulèverait contre lui. Ça, c'est tout à fait... on arrive à chaque fois, c'est devenu quand même assez intéressant de voir que chaque fois qu'il y a un petit mouvement, et on résout ça à travers des compensations financières, les salaires qui sont augmentés, etc., etc. Donc, vous le voyez, vous allez voir, il se passe à ce moment dans le sud de l'Algérie, la révolte des chômeurs. Et ça va être résolu à travers, justement, des sommes qu'on va attribuer à ces gens. Bien sûr, il faut toujours tenir compte des forces sécuritaires qui sont devenues beaucoup plus astucieuses, dans le sens où elles sont très efficaces, n'utilisent pas des armes létales pour justement endiguer ces soulèvements. Voilà, je dis à peu près, ça c'est les raisons qui expliquent un petit peu pourquoi il y a eu cet exceptionnalisme, si l'on veut. Donc il y a les ressources financières, il y a une population traumatisée, entre autres. Et puis j'ai ma deuxième présentation, maintenant sûr, il y a d'autres choses à dire, mais on pourra le faire pendant les débats. Je vais le dire brièvement, parce que je sais qu'on est limité par le temps. Moi, je parle de fragmentation et d'intégration, si vous voulez, c'est ce phénomène qui se passe dans la région maghrébine. Ce qui s'est passé, si on veut comprendre ce qui s'est passé dans le Maghreb entre les États, cette fois-ci, entre les États, c'est que il faut revenir en arrière
ça m'a interpellé. Je suis retourné dans les années 80. Et ces jeux, si vous voulez, d'équilibre des puissances dans la région, et quels jeux les pays avaient joué. En 83, il y avait, comment on l'appelait, la concorde, l'entente entre la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie, puis il y avait le Maroc et... Hein? Il y avait l'Union. Voilà, 83, c'était déjà divisé, etc. Et quand il y a eu la montée de l'islamisme, c'est mon analyse, hein, la montée de l'islamisme radical dans les années la fin des années 80, les États cherchent, si vous voulez, l'unité, c'est-à-dire l'intégration. On a parlé d'intégration, etc. Et on a abouti à, justement, à l'UMA en 1989. Et puis, ça s'est estompé. Avec le temps, on est retourné au même problème, le problème du Sahara occidental, etc., etc. Et on voit le même, si vous me le permettez, pratiquement, on a le même phénomène qui se produit quand la Tunisie traverse sa phase révolutionnaire ou de soulèvement. Donc on a les régimes, le Maroc, l'Algérie, qui commencent à prôner un discours de réconciliation, de fraternité, je ne sais quoi. Et puis il y a, en somme, entre l'Algérie et la Libye, et là je pourrais parler un petit peu de l'Algérie et la Libye, chose qui n'avait pas été comprise dans ce sens, puisque par rapport, les cinq pays du Maghreb ont pris des positions différentes. Au début, elles avaient plus ou moins, le Maroc et l'Algérie, par rapport à la Tunisie, ils avaient pris une position assez similaire, même si au Maroc, on n'a pas laissé des manifestations pro-tunisiennes, pour la population tunisienne. Donc, et en Algérie, soutien, bien sûr, on a une position beaucoup plus neutre par rapport à ce qui s'était passé par rapport à la Libye. La crise libyenne a été très intéressante dans le sens où l'Algérie avait pris une position qui était similaire au Maroc au début, et puis le Maroc s'est distancé parce qu'il y a eu, encore une fois, ce jeu d'équilibre des puissances, comment utiliser la situation dans la région maghrébine pour ses propres intérêts. Et puis, par rapport à la crise libyenne, l'Algérie a eu la situation la plus complexe, et je pense qu'elle s'explique par le fait que l'Algérie avait plusieurs soucis par rapport à la situation libyenne, en plus de la crainte que cela se passe en Algérie aussi. Donc, il y a ça. Mais il faut toujours tenir compte de la question des Touaregs qu'avait causé Kadhafi à l'époque, c'est-à-dire que les Algériens n'étaient pas vraiment pro-Kadhafi, comme on a tendance à le dire. Il y a eu des problèmes avec Kadhafi concernant le Sahara occidental, concernant le traité des frontières, la question du Sensad, entre autres. Et puis le soutien dans les années 90 à certains groupes terroristes algériens. Donc, la position de l'Algérie a été plus ou moins, elle était mal comprise. Mais la réalité est que toutes les accusations, par exemple, de dire que l'Algérie avait fourni de l'armement à la Libye, c'est avéré faux. Donc, pourquoi que l'Algérie avait pris cette position? C'est la même question qu'avait posée monsieur sur la position de l'Algérie par rapport à la Syrie. Elle avait adopté plus ou moins la même position, même si je serais encore beaucoup plus critique. La diplomatie algérienne est quelque peu en panne depuis quelques années à cause de l'état de santé du président, et qu'il semble y avoir deux politiques. Sur le plan sécuritaire, il semble que ce soit les forces de sécurité qui ont ça en main, et la diplomatie qui est autre chose. Donc, quelles étaient les craintes par rapport à la situation libyenne? Ce sont les mêmes craintes dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la circulation des armes, le CNT, la composition du CNT. Les Algériens, les officiels algériens avaient émis des questionnements quant à la composition du CNT, et puis l'insécurité au niveau des frontières, etc., etc. Mais si vous voulez voir, enfin, si on veut analyser un petit peu ce qui s'est passé au lendemain
quand tout était terminé, que l'Algérie avait reconnu en fin de compte le CNT et autres, on voit maintenant, encore une fois, pendant un moment, une reconvergence des intérêts, si vous voulez, sur le plan sécuritaire. Un dialogue sur la sécurité, l'Algérie et la Libye, l'Algérie et la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, enfin des visites, des échanges de visites qui reviennent. Donc on revoit un petit peu une certaine dynamique au niveau du Maghreb par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est que les émeutes arabes ont, dans un certain sens, ont donné une certaine dynamique à l'humain. C'est-à-dire parler de faire revivre l'humain, mais en même temps, chaque pays essaie de jouer sa carte, sur le plan, que ce soit régional ou international. Et il y a eu, comme vous savez très bien, que la Libye a exacerbé la situation au nord du Mali, avec le retour des Touaregs libyens sur le territoire malien et la circulation des armes, etc., qui ont renforcé la puissance d'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, etc. Mais en même temps, il y a eu, si vous voulez, on peut le voir aujourd'hui, une certaine concurrence qui revient, c'est-à-dire une fois que the storm has been weathered, que la tempête est passée, on va retourner, il me semble, on va retourner encore une fois à ce statu quo et une concurrence entre les pays de la région. Il n'y a que la Tunisie, par exemple, si vous analysez la situation, la Tunisie est la plus attachée à l'Union du Maghreb pour des raisons très simples, économiques avec les deux pays, puisque, comme vous l'avez si bien dit, la Tunisie a beaucoup perdu par rapport à la situation libyenne. D'abord, le tourisme médical. Beaucoup de Libyens, il y avait 1,5 million de Libyens qui visitaient la Tunisie chaque année. Et donc la Tunisie souffre économiquement. Donc là, elle est obligée de jouer ce jeu d'équilibre entre l'Algérie et la Libye, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des financements aussi bien libyens qu'algériens. Mais entre l'Algérie et le Maroc, on a repris encore une fois cette concurrence, cette rivalité régionale, et cette rivalité va se faire à travers la question du Sahel, où le Maroc souhaiterait jouer un plus grand rôle dans la région. Donc, on en est plus ou moins là, en ce moment. La Libye, le Maroc avait, si vous voulez, avait pris une position par rapport à la question libyenne, une question beaucoup plus ouverte, puisqu'elle s'est dissociée à un certain moment de la position algérienne, parce que la Libye est bien loin le Maroc est bien loin de la Libye par rapport à l'Algérie, qui partage 1000 km de frontières avec la Libye. Donc l'Algérie a eu une position beaucoup plus différente de celle du Maroc, à cause justement de cette situation. Donc le Maghreb, pour le moment, a fait, c'est-à-dire si on le voit dans l'ensemble, chacun a essayé, surtout le Maroc et l'Algérie, de plus ou moins préempter, ça se dit en français, oui. Préempter la situation de ces émeutes par ce que tu as appelé l'intervention par le haut, le changement par le haut. On a introduit les deux pays, là je parle surtout de l'Algérie et du Maroc, qui avaient eu quelques turbulences, mais qui se sont estompées. Mais là, on essaie d'introduire si l'on veut, on introduit des réformes. En Algérie, on a levé l'état d'urgence qui était en place depuis 1992. On a fait quelques arrangements constitutionnels. Et ça se passe aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Vous verrez qu'en Algérie, par exemple, le régime a été assez astucieux. Il a fragmenté l'opposition. C'est-à-dire la crainte de voir les islamistes, puisqu'il y a eu des islamistes en Libye, en Tunisie, le régime a décidé, après une décennie de pas d'autorisation de partis politiques, on a tout d'un coup décidé de rouvrir, entre guillemets, le champ politique en autorisant la création de plusieurs partis. Il y en a eu 21
en plus pour les élections de mai 2012. Donc, fragmenté, et les islamistes, même ceux qui étaient dans l'alliance présidentielle, n'ont pas eu le résultat escompté. On a vu l'islamisme, en tout cas l'islamisme officiel en Algérie, a pris un sale coup après les émeutes arabes. Ils n'ont pas eu les votes qu'ils pensaient avoir. Même l'Alliance verte, c'est-à-dire le regroupement des partis islamistes qui se sont mis ensemble, ils n'ont pas eu la victoire qu'ils espéraient. Ils ont eu un résultat très très faible. Mais bien sûr, on peut aussi parler, quand on parle de l'Algérie, de l'attitude, si vous voulez, de la population algérienne par rapport à ce qui se passe. En Algérie, maintenant, on vote par l'abstention. On communique avec le régime par l'abstention lors des élections. Si vous voyez, si vous analysez les élections d'aussi bien de mai 2012 que de novembre 2012, vous verrez qu'il y a eu un taux d'abstention très faible malgré les résultats. On a donné 30 et quelques et machin, mais ce n'est pas la réalité. Il y a encore, si vous voulez, la population la plus âgée qui croit encore à aller aux urnes, etc. Mais au niveau de la jeunesse et de la population en général, il y a comment dirais-je, un pessimisme très grand par rapport aux institutions. Et là, nous sommes dans une période où le régime en place essaye d'introduire plus d'institutions. Là, nous attendons encore une fois que va-t-il se passer pour l'élection de 2014. Est-ce que le gouvernement actuel, le nouveau Premier ministre, a été nommé pour préparer les élections? C'est pour cela qu'on a mis à la touche deux poids lourds du système politique algérien, notamment Belkhadem et Ouiahia, ou bien est-ce qu'il y a autre chose en vue? Donc, et encore une fois, au Maroc, ça va être la même question, puisque est-ce que dans le monde académique, on parle du nouvel autoritarisme, de new authoritarianism. C'est un phénomène qui s'était produit dans le monde arabe après les événements, après ce qui s'était passé en Europe de l'Est. Il y a eu un mouvement de libéralisation, même en Libye. En Libye, Kadhafi avait parlé à un moment de islahat et de infitah. Il en avait parlé en 87, mais bon, avec les sanctions qui lui avaient été imposées, ça a changé. Mais on avait fait un mouvement. En Algérie, il y avait eu un mouvement. Même Hassan II aussi avait essayé la même chose. Mais progressivement, graduellement, on est retourné au même système. On a ce qu'on appelle l'autoritarisme électoral. On organise des élections, on fait de belles choses, mais en réalité, le système se donne une nouvelle virginité ou une nouvelle légitimité, mais en réalité, il n'y a pas grand changement. Alors, maintenant, moi, ce que j'argue, et je vais m'arrêter si tu veux, par rapport à l'Algérie, ce qui m'a choqué le plus, et je l'avais vu puisque j'étais présent en Algérie en 2011, il y a un phénomène qui a beaucoup changé. Il n'y a pas d'organisation politique, c'est-à-dire que les islamistes n'ont plus la capacité de mobiliser des pans entiers de la société. Mais il y a ce que j'ai appelé le lumpenprolétariat. Il y a une masse de jeunes qui ne rend compte à personne, si vous voulez. Ce sont des gens qui sont souvent sans emploi, ce sont des jeunes chômeurs, etc. Et qui, eux, pendant les années 90, ça c'est très important sur le plan de la génération, dans les années 90, étaient à peine nés, donc ils n'ont pas connu ce traumatisme qu'ont connu les autres, c'est-à-dire avec le terrorisme atroce, etc. Donc, ces gens-là, ces jeunes peuvent détruire, Bon, le régime a été astucieux aussi, là aussi, à laisser ces jeunes faire ce qu'ils voulaient. Ils ont cassé, ils ont bloqué les rues, ils ont fait un tas de choses. Mais ils ne répondent à personne. Et là, puisqu'on a parlé d'économie, en Algérie, l'économie est assez artificielle, c'est une économie de rente et qui n'a pas diversifié. Le problème à l'heure actuelle, le pouvoir a décidé de s'attaquer à l'informel. Et la question que je pose, quand vous avez éliminé l'informel, où la plupart des jeunes, c'est là où ils se retrouvent
C'est là où ils vivent, où ils vivotent. Qu'allez-vous faire à la place? Allez-vous créer les conditions nécessaires pour un développement socio-économique qui pourrait, plus ou moins, éviter une catastrophe à toute l'Algérie? Voilà. Je vous remercie. Merci Yahya. Mais je retiens un peu finalement cette problématique tactique qui sont celles des rapprochements en temps de crise et ce qui d'ailleurs rend aussi dramatique l'incapacité à s'organiser structurellement pour essayer de prendre à bras le corps les problèmes de fond tels que nous les connaissons là-bas. La question d'ailleurs plus globale de la stabilité du Sahel qui a été posée et par toi et par Jean-Yves va de toute façon influer directement sur les pays de la rive en fait et il va falloir très sérieusement étudier quel va être l'impact direct de la guerre au Mali et de l'instabilité globale que si elle n'est pas réglée par la coalition internationale et africaine qui est censée y mettre un terme, une fois passée je dirais la phase des opérations militaires, en dehors de ceci, nous risquons de repartir vers des situations encore plus complexes de déstabilisation dans lesquelles, justement, une fois de plus, la question de l'État-nation sera reposée. Et pour reparler justement des problématiques coopératives, et j'évoquais à l'instant celle de l'UMA qui, finalement, est réamorcée quand les phénomènes d'angoisse deviennent trop forts. Je donne la parole à Abdenour Benantar, qui est professeur à l'université de Paris 7 et qui a maître de conférence. Oui, Paris 8. Mais ça, je n'arriverai jamais à te dire correctement ton titre. Mais en tout cas, très très bon analyste des questions justement des problématiques de coopération sur l'espace euro-méditerranéen et pour essayer un peu de remettre en perspective tout ça. Après tout, nous autres sur la rive nord, nous sommes nous aussi directement impactés par ces problématiques et on a beaucoup parlé de l'Union pour la Méditerranée. On a dit, ben voilà, alors il faut relancer l'Union pour la Méditerranée, mais il y a juste une petite question avant. Est-ce qu'on peut réellement relancer l'Union pour la Méditerranée, par exemple, et que peut faire des dialogues convenus, comme le dialogue méditerranéen de l'OTAN, dont nous faisons des bouches chaudes et dont il n'est pas sûr qu'il puisse en sortir quoi que ce soit, eu égard aussi à quelque chose qu'on avait complètement oublié finalement dans le monde arabe, qui est la montée des opinions publiques qui n'existaient pas jusqu'en 2011 et qui désormais existe. Merci Abdenour. Merci à toi, bonjour. Merci à Jean-François Ferras de cette invitation. Si tu permets juste, avant l'intervention, trois remarques d'ordre général assez rapides. La première remarque, c'est que les puissances occidentales n'ont jamais, c'est la règle d'or, n'ont jamais soutenu la revendication démocratique dans des pays dont les régimes leur sont favorables. Donc lorsqu'elles changent de position, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Deuxième remarque, une sorte de vengeance historique. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, les pays visés par l'interventionnisme occidental à travers le soutien à la revendication démocratique dans le monde arabe sont des pays qui étaient classés jadis dans le camp révolutionnaire ou progressiste selon les schémas ou le paysage politique arabe de l'époque. Ou ce sont des régimes qui étaient dans l'autre camp et après la fin de la guerre froide et quelques années notamment pour la Libye sont devenus fréquentables, fraîchement fréquentables ou réhabilités. Donc le régime d'Assad a été réhabilité tout de même à l'époque de Sarkozy pour ce qui est de l'axe français et la Libye a été réhabilitée à partir de 2003-2004 grâce aux puissances anglo-saxonnes. Donc on s'attaque à de nouveaux alliés mais on ne s'attaque pas aux anciens alliés. Ce qui pose une question fondamentale, c'est que l'autoritarisme de Ben Ali, par exemple, de Kadhafi, à certains degrés, même au niveau du degré ou de la nature, est loin, mais vraiment loin. C'est vraiment
des amateurs par rapport à l'autoritarisme saoudien, par exemple, ou émirati, ou dans l'ensemble des pays du Golfe, à l'exception peut-être du Koweït, où il y a un dynamisme politique, notamment entre la tendance islamiste et libérale. Et d'ailleurs, les pays du Golfe disent oui, le Koweït a des problèmes politiques à cause de la démocratisation, parce qu'il y a eu un mini-processus qui n'a pas abouti dans les années 80. Donc voilà, je crois que c'est la deuxième remarque. Ma troisième, il ne faut pas que je me trompe tout de même. Il ne faut pas que j'annonce des choses fausses. Ma troisième remarque, c'est en 2010-2011, lorsque les événements ont commencé, il fallait voir quel est le positionnement des États arabes. C'est très intéressant parce que ça reflète aussi des tendances politiques très lourdes. Et ça reflète aussi le positionnement des uns et des autres par rapport au réseau d'intérêts et d'alliances avec les puissances occidentales. Et je trouve en fait, à partir de la crise tunisienne, le monde arabe était divisé en trois groupes. Et puis avec la Libye, ça s'est affirmé. Vous avez le premier groupe, c'est des États intolérants à l'intérieur, mais tolérants à l'extérieur, notamment les pays du Golfe. On ne veut pas de printemps arabe chez nous, mais on finance la militarisation du printemps arabe chez les autres. Il y a eu un deal hypocrite entre les puissances occidentales et l'Arabie saoudite. Pour le résumer, je dirais ceci. En Libye, on intervient contre le régime pour protéger la population. Et à Bahreïn, on intervient contre la population pour protéger le régime. Ça, c'est le premier groupe. Le second groupe, c'est qui se situe sur l'autre échiquier politique, représenté plus ou moins à l'époque par l'Algérie, la Tunisie, l'Algérie, la Syrie, le Yémen et quelques mois avant par la Libye, et sont intolérants à l'intérieur, intolérants à l'extérieur. Il y avait une cohérence politique. Pour certains, elle est négative, mais je ne la juge pas. Je ne porte pas de jugement de valeur. Alors, le troisième groupe, c'est un groupe qui est à mi-chemin. Et il est pris en tenaille. Il est entre l'enclume et le marteau. D'un côté, il ne veut pas de printemps arabe chez lui. C'est le cas du Maroc et de la Jordanie notamment, les deux pays. Et de l'autre côté, en même temps, il faut bien satisfaire les alliés occidentaux. Donc si les alliés y vont, on y va. S'ils n'y vont pas, on n'y va pas. Donc on les soutient. On va dire que ce n'est pas bien l'intervention étrangère, mais on va voter au Conseil de sécurité à la Ligue arabe pour l'intervention étrangère. Donc c'est un double langage parce qu'on a peur aussi des réactions, des répercussions au plan national. Voilà les trois remarques. Donc je passe au propos de mon intervention. En fait, elle porte plus précisément sur l'impact que pourraient avoir ces révoltes démocratiques arabes sur les initiatives de sécurité en Méditerranée. Je pars de l'hypothèse que certains processus ou trajectoires politiques dans le monde arabe pourraient donner éventuellement lieu à des transitions démocratiques. Je ne dirais pas abouties, mais du moins une transition démocratique. Donc, ce qui va modifier le schéma politique dans ces pays-là. Donc, quel serait l'impact sur ces dialogues de sécurité? Donc, je parle notamment de différents dispositifs de l'Union européenne, le processus de Barcelone notamment, et la politique européenne de voisinage, la PEV, et le dialogue méditerranéen de l'OTAN. Mon intervention, très rapidement, je vais essayer de respecter le temps. Premièrement, je pars d'un constat d'échec, un double échec. C'est que toutes les initiatives lancées par les acteurs majeurs euro-atlantistes en direction de la Méditerranée ont échoué. Un double constat d'échec. Le premier échec, c'est aucune incidence sur les conflits non résolus dans la région, ce qui pose leur raison d'être. Hein. On se demande à quoi servent-elles si elles ne règlent pas les problèmes de la région. Premier constat d'échec. Second constat d'échec, aucune incidence sur le paysage autoritaire sur la rive sud arabe et méditerranéenne, donc arabo-méditerranéenne si vous voulez. Et donc, au contraire, avec sur l'effet du 11 septembre, Yahya parlait du nouvel autoritarisme. En fait, les puissances occidentales, parce que je viendrai par la suite, en raison de cette tension permanente entre les impératifs stratégiques et les considérations éthiques, ont contribué d'une manière ou d'une autre au renouvellement de l'autoritarisme sur la rive sud. En fait, elles ont contribué à une transition au sein du régime autoritaire. Parce que ces pays-là, enfin ces puissances-là, avaient un problème, une problématique. Comment se débarrasser des régimes au moment même où nous avons besoin de ces régimes en matière de lutte antiterroriste.
Donc, vous voyez, les choses étaient très bien imbriquées. Alors, le deuxième axe, et le dernier, mais je vais essayer de les détailler un peu, c'est le double impact que pourraient avoir les révoltes démocratiques arabes sur les dialogues de sécurité en Méditerranée. Alors, le premier impact, il est, j'allais dire, simple. Il n'est pas complexe en termes d'effet. Alors, ce premier impact consisterait à libérer en quelque sorte les initiatives de sécurité de la problématique démocratique. Pourquoi libérer? Parce que toutes les initiatives en Méditerranée se disent à la fois complémentaires, mais se disent vouloir promouvoir un certain nombre de valeurs, démocratie, respect des droits de l'homme, résolution pacifique des conflits, etc. Sauf que ce pan entier, ce pan éthique, des dispositifs régionaux en Méditerranée a chopé sur cette divergence démocratie au nord, non-démocratie au sud, et ce problème de tension entre les paramètres stratégiques et éthiques. Donc il était impossible de discuter réellement des questions démocratiques parce qu'on a besoin de ces autoritaires, d'autant plus que en raison de l'islamisme va fausser l'analyse et va servir en fait de bouc émissaire en la matière. C'est que ce prétexte d'incertitude à laquelle pourrait conduire une transition démocratique, il vaut mieux des régimes autoritaires qui protègent nos intérêts et que nous connaissons que des forces politiques que nous ne connaissons pas. Et donc, le paradigme pratique, pas théorique, ce qu'on pratique dans la réalité politique, c'était de dire on préfère la stabilité à la démocratie. L'Union européenne, qui se dit puissance normative, va essayer de détourner le problème. Mais c'est un détournement qui est voué à l'échec, qui consistait à aider à la réforme de certains secteurs périphériques qui relèvent de la sphère démocratique, mais ils sont périphériques au centre du pouvoir. Et c'était notamment à travers l'externalisation, la transposition des règles européennes en matière policière, en matière de justice. Mais au final, c'est du pareil au même. On ne peut pas réformer la justice ou parler de l'indépendance de la justice dans le cas d'une justice qui est aux ordres d'un régime autoritaire. Une justice ne peut pas être indépendante comme ça, même si vous arrivez avec toutes les dispositions européennes en la matière. Donc, la ligne communautaire était déjà à la base fausse. En tous les cas, elle se fonde sur une hypothèse fausse. Alors, l'autre aspect de cette libération, si vous voulez, c'est ça permet d'atténuer un peu la tension entre impératifs stratégiques et considérations éthiques. C'est-à-dire ça va permettre peut-être pas de changer radicalement la situation, mais peut-être d'équilibrer un peu ces deux soucis, ces deux préoccupations, à savoir la stabilité et la démocratie. Et donc, dans un sens, ça va aider un peu les politiques et surtout les pratiques, parce que, enfin, les pratiques, oui, ce qui se fait sur le terrain, les pratiques européennes et atlantistes en la matière. Le dernier élément de cette libération des dispositifs régionaux consiste à actionner des pans entiers de la coopération qui ne fonctionnaient pas auparavant. L'Alliance Atlantique, son dispositif de réforme a fait ses preuves et ça a été transposé, exporté vers les pays de l'Est. Et on a pu faire, par exemple, tout ce qui relève de la réforme de la défense, l'économie de la défense, mais vous ne pouvez pas le faire avec des pays maghrébins basés sur des régimes autoritaires. Pour eux, ça relève de la souveraineté nationale sacrée. Bon. À ce niveau-là, on peut imaginer une libération. Mais je reste un peu sceptique sur la question pour une raison simple, c'est cette exportation, cette transposition des dispositifs euro-atlantistes, donc européens et atlantistes, ceux de l'Alliance Atlantique vers les pays de l'Est, s'inscrivait dans une autre perspective qui ne peut avoir le jour en Méditerranée. Et cette perspective est la suivante. C'est l'appât stratégique que constituer cette transposition, cette externalisation vers l'Est. C'est-à-dire, voilà notre cahier des charges de l'Union européenne, voilà notre cahier de charges de l'Alliance Atlantique. D'ailleurs, c'est le dernier qui a précédé le premier. Stabilisation sécuritaire d'abord et puis économique.
Si vous faites ça, vous allez devenir membre de la famille ou de la communauté de sécurité euro-atlantiste la plus intégrée stratégiquement et la plus complémentaire économiquement. Donc il y avait un appât stratégique énorme. Pour le Maghreb notamment, pour les pays du Sud, cet appât n'existait pas. Donc la solution vient avec les révoltes arabes. Une revendication démocratique endogène, qui vient de l'intérieur. Mais lorsqu'elle vient de l'intérieur, pourrait poser un problème parce que ça veut dire qu'il y a une indépendance stratégique, une indépendance de la décision stratégique des gouvernements qui seront issus de ces révoltes, ce qui posera un problème, évidemment, pour les puissances occidentales, en tous les cas pour les acteurs majeurs en Méditerranée. Donc, ça, c'est ma transition pour le second élément, ou le second axe, si vous voulez, et le dernier, c'est la complication. C'est-à-dire que les révoltes arabes vont compliquer les relations euro-méditerranéennes, mais encore une fois, ce n'est pas au sens négatif, où je ne raisonne pas en ces termes-là. Hein. Chacun fera son opinion sur la question. Donc, en termes stratégiques, sécuritaires, si on réfléchit en Méditerranée, si on prend la Méditerranée comme une catégorie d'analyse, on dirait que les révoltes arabes, c'est une remise à l'heure des pendules stratégiques, donc à l'heure du printemps arabe. Cela signifie quoi ? Premièrement, la structuration des dispositifs de sécurité, de coopération en Méditerranée était toujours défaillant. Pourquoi défaillant ? Parce que la stabilité, la démocratie et la prospérité au nord et une stabilité ou je ferai un jeu de mots, une instabilité stable ou, quand vous voulez, une stabilité instable. C'est-à-dire ces pays-là ne jouissent pas d'une réelle stabilité à l'européenne, par exemple, comme en Europe de l'Ouest, mais leur instabilité est limitée, c'est-à-dire qu'elle ne déborde pas de façon à ce qu'elle oblige les acteurs majeurs à intervenir. Et les maintenir dans une stabilité instable ou dans une instabilité stable, c'est les tenir. Hein. C'est vous les contrôler finalement, vous pouvez leur faire ce qu'ils n'auraient pas fait autrement. Ça, c'est la définition, j'allais dire, basique de la puissance. La définition basique de la puissance, c'est faire aux autres ce qu'ils n'auraient pas fait autrement, et sans intervenir militairement, hein, parce qu'il y a tout un ensemble d'attributs, voilà, de la puissance. Alors, donc, arrivent les révoltes arabes et la population va réclamer la même chose. Nous, si on veut une démocratie, nous, si on veut une sécurité non diminuée, je reviendrai à la question de la prolifération, et on veut aussi une prospérité. Donc ça va compliquer le jeu relationnel, le réseau relationnel entre les pays européens, entre l'Europe. Quand je parle d'Europe ici, un point méthodologique, c'est-à-dire que je parle de l'Union et des États membres, et quand je parle de l'Union européenne, ça veut dire que je fais allusion à des dispositifs propres à l'Union européenne, pas aux États membres. Alors, le deuxième, ça c'est le premier point. Le second point, c'est la migration en matière migratoire. Quel serait l'impact des révoltes arabes si elles donnent lieu à une transition démocratique? Alors, elle aura un double impact. Le premier impact, c'est la fin de la sous-traitance sécuritaire. Les régimes maghrébins, notamment, sont devenus plus ou moins les gendarmes de l'Europe à distance, parce qu'ils ont appliqué à la lettre la philosophie de la stratégie européenne de sécurité de 2003, qui consiste à combattre les menaces qui pèsent sur la sécurité européenne à distance. Au lieu de combattre l'immigration aux portes de l'Europe, on va charger les Maghrébins, et les Maghrébins, à leur tour, peut-être ils vont-ils essayer, tant bien que mal, externaliser ce dispositif vers les pays du Sahel, etc. Et à ce niveau-là, ça va poser deux problèmes. Le premier problème, c'est la fin de ce traitement sécuritaire, donc de l'adhésion des États maghrébins en tant qu'États dans les dispositifs de répression importés de l'Europe, en plus de leurs propres dispositifs de répression. Et deuxièmement, la remise en cause de la sécurisation de la migration. C'est-à-dire, on va revoir certainement des lois, parce que des lois ont été votées à l'initiative ou sous pression de l'Union européenne, qui pénalise, qui institue des délits de migration et d'immigration. C'est-à-dire un Algérien qui quitte le pays ou un Marocain, passible d'une peine de prison, et pareil pour un étranger installé dans ces pays-là. Donc, une philosophie démocratique induira probablement un changement
pas forcément on revient sur ces délits-là, parce que ça existe dans des démocraties, mais peut-être on va penser à renforcer ces lois par des pans entiers en matière de protection des droits des étrangers. Et pourquoi on ne l'a pas fait dans les pays sud-méditerranéens? Parce que des pays qui ne respectent même pas les droits de leurs propres citoyens ne peuvent pas respecter ceux des autres. C'est la logique des choses. Hein. J'allais dire que c'est mathématique. Alors, j'ai encore du temps 2 minutes. Ah non, je veux plus, un peu plus. 3. Oula, bon. Ah, je parle d'autoritarisme, je l'ai à côté de moi. Si on veut laisser, oui, je suis le maître des horloges. Alors, si on veut qu'il y ait quelques questions. Voilà, je termine sur 2 points. Donc, j'ai évoqué 3, je crois. Il me reste 2. Le premier point, l'avant-dernier, c'est la question de la prolifération nucléaire en Méditerranée. Et donc la seule puissance nucléaire en Israël. Et l'argument, je l'ai entendu plusieurs fois, puisque je travaille sur ces questions-là, dans plusieurs lieux, y compris ceux des organisations euro-atlantiques, qui consiste à dire, oui, mais Israël, c'est une démocratie. Demain, ces États arabes deviennent des démocraties, ça veut dire qu'ils peuvent disposer de l'arme nucléaire. Et ça pose problème. Ce n'est pas parce qu'on est une démocratie qu'on a forcément besoin ou on a le droit de disposer de l'arme nucléaire. Donc, les révoltes arabes vont obliger les puissances, les acteurs majeurs à revoir la problématique de la prolifération dans la région et le choix est limité. Vous avez 2 options. Soit toutes les démocraties nucléarisent, et là c'est la prolifération généralisée, soit faire de la Méditerranée du Moyen-Orient, y compris l'Iran, une zone exempte d'armes nucléaires. Donc ça c'est une problématique fondamentale et d'ailleurs les problèmes qui se posent actuellement sur le traité de prolifération sur la conférence internationale peuvent donner lieu à ces questions-là. Je termine juste, puisque tu m'opprimes, je termine sur le dernier point, sur le conflit arabo-israélien. Alors quel serait l'impact, évidemment, s'il y avait des transitions démocratiques? Pour résumer, parce que je n'ai pas le temps, je dirais que les acteurs majeurs, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, les pays qui ont un lien, qui ont un rôle à jouer dans cette région-là, ces pays-là seront mis tous à rude épreuve parce qu'il leur revient de prouver la validité de la loi Doyle en Méditerranée, à savoir les démocraties ne se font pas la guerre. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Abdenour. Désolé de tenir la montre comme je le fais, mais si on va avoir un peu de débat, on pourra revenir justement sur certains points. Moi je retiens quand même justement cette problématique de la complication posée par les révolutions arabes ou les mouvements arabes. L'affaire de l'Union pour la Méditerranée, de ce point de vue-là, assez illustrative d'une certaine manière. Le modèle qui avait été choisi par, on va dire, l'équipe Guénaud-Sarkozy, c'était un modèle multilatéral fondé sur des leaderships sous-régionaux autoritaires, on va dire. Enfin, en tout cas, ce qu'on avait sous la main. Et finalement, on considérait que ça marchait très bien. Aujourd'hui, est-ce que l'Union pour la Méditerranée est viable avec des gouvernements qui se sont reconstitués, avec désormais éventuellement des idéologies différentes et des opinions publiques qui, cette fois-ci, peuvent peser sur la décision. Le problème, justement, tu évoquais la question israélienne via la prolifération, mais on peut la poser aussi sur les éléments coopératifs en Méditerranée. Est-ce que les opinions publiques d'un certain nombre de pays arabes désormais accepteront que leur gouvernement continue d'avoir des processus coopératifs aussi, je dirais, lax ou large soit-il, avec Israël, eu égard à la situation palestinienne. Et ce qui était une non-question il y a 3 ans, devient une question de fond centrale. On a vu que la conférence europarlementaire avait été supprimée l'année dernière, etc., etc. Donc les questions posées par cette complication, nous ne les avions absolument pas envisagées il y a encore 2 ans, et elles arrivent, elles émergent comme des ludions tout d'un coup plongés dans l'eau. Poum, un certain nombre de questions qui ne se posaient pas jusqu'à maintenant se posent. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais comme tu disais, tu ne prends pas parti, moi non plus, nous posons un certain nombre de questions, et celles-là sont vraiment cruciales parce qu'elles vont déterminer l'existence de nouveaux processus coopératifs ou la disparition des anciens sans remplacement. Ce qui est quand même un problème important. Donc merci d'avoir soulevé toutes ces questions. Donc nous avons 10 minutes pour laisser la parole à la salle. Monsieur
Le micro arrive. Oui, juste une question en ce qui concerne l'Algérie. Les derniers événements de la prise d'otages à la raffinerie au sud de l'Algérie ont-ils eu des conséquences internes? Quelle a été la réaction du peuple algérien? Et cette prise d'otages a-t-elle modifié la politique avec les autres pays du Maghreb, de l'Algérie et avec les autres pays du Maghreb? D'autres questions? Oui, Pierre Barthelot. Oui, merci. Toujours par rapport à In Amenas, on a fait une comparaison entre les régimes syriens et algériens tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de la thèse qui évoque un double jeu du régime algérien ou du service sécuritaire par rapport à la gestion donc, de ces groupes terroristes, puisque la Syrie était passée maître dans la manipulation des mouvements terroristes, y compris djihadistes. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Est-ce qu'elle est totalement erronée ou pas? Et j'avais une autre question, c'est dommage que Jean-Yves Moisseron soit parti, mais je pense que Oui, M. Zoubir... il avait un cours, donc... Monsieur Zoubir pourra peut-être répondre, puisqu'il il enseigne à Euromed, une école de commerce. Donc c'était sur les islamistes et la finance islamique. Est-ce que, parce qu'on a parlé de développement économique dans la zone, est-ce que vous pensez que leur irruption sur la scène politique va contribuer à l'accroissement de la finance islamique ou pas? Merci. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Non, donc peut-être Yaya. Allez. Alors, la réaction pour In Amenas, de la part du public, si on s'en tient aux blogs, c'est la réputation de l'ANP est montée crescendo. C'est-à-dire les forces de sécurité, il y a eu une opinion unanime quant à leur efficacité, soutien absolu. Modification par rapport à la sécurité, ce que je sais, c'est que à un moment donné, les autorités algériennes autorisaient les compagnies pétrolières ou autres à avoir leur propre système de gardiennage, de sécurité. Maintenant, les Algériens veulent imposer leur propre sécurité, c'est-à-dire des forces, je ne sais pas de quel service, police ou autre, mais qui vont se charger de la sécurité. Par rapport aux autres pays du Maghreb, je ne saurais vous dire dans le sens où je n'ai pas vu vraiment de réaction, si ce n'est des soutiens. Et je peux aller plus loin puisque j'avais assisté au sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Ababa quand ça s'est passé. Il y a eu un soutien unanime quant à l'intervention algérienne. Que veulent faire les Algériens qu'ont-ils voulu faire? À mon avis, c'est de réitérer leur position qu'ils ne négocient pas avec les preneurs d'otages ou avec les... donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut souligner. Ils ont été... autant on peut être très critique de certaines choses que fait le pouvoir algérien, autant pour ça, il y a eu une consistance par rapport aux prises d'otages, par rapport au paiement des rançons, etc. Alors, le double jeu, etc., cette thèse, je la connais très bien parce qu'elle vient d'un Britannique et de certains ici, c'est-à-dire que certains mouvements sont vraiment la création des services de renseignement, etc. Bah, alors, le Moudjahou, c'est qui a été créé par... Enfin, s'il a été une création peut-être des Algériens qui prend des otages algériens, qu'on exécute un, etc., ça ne me paraît pas logique. Maintenant, est-ce que certains mouvements ont été pénétrés par les services? Ça, j'en ferais partie, si je le savais. Mais moi, je n'ai jamais cru à cette thèse. J'ai eu des problèmes avec Jeremy Keenan, que vous devez connaître, qui travaille sur le Sahel. Ça ne tient pas la route. Vous connaissez la thèse de Keenan. Keenan dit l'Algérie et la CIA, enfin le DRS et la CIA ont créé tous ces groupes, etc. Moi, je n'y crois pas. Par contre, ce que je peux vous préciser, c'est la position de l'Algérie par rapport à ce qui s'était passé à la veille, justement, de l'avance, enfin de mouvement vers le sud du Mali. Les Algériens voulaient à tout prix, c'était une politique assez précise,
de séparer les mouvements Touareg des mouvements terroristes. Parce que, n'oubliez pas que l'Algérie, je l'avais mentionné tout à l'heure, a des Touaregs sur son territoire. L'Algérie a toujours argué que tout ce qui se passe a été la conséquence de la Libye. Donc ça, c'est une position qui, à mon avis, se respecte. Maintenant, pour l'islamic banking, oui, l'islamic banking, je ne pense pas qu'il y en aurait plus par rapport à ce qu'il y avait avant. En Algérie, il y a la banque El Baraka, il y a quelques banques islamiques qui existent un peu partout. Est-ce que en Tunisie, avec les islamistes au pouvoir, je pense qu'il y aura peut-être quelques nouvelles banques islamiques, mais je ne vois pas encore... moi, j'ai parlé avec Rachid Rannouchi, quand je lui ai posé la question sur justement, est-ce que la Tunisie va imiter l'islamisme de l'AKP en Turquie, etc. Il a dit l'islam tunisien est tunisien. L'islam chez nous est un islam tunisien et nous ferons... donc, est-ce qu'il y aura un effet, enfin une sorte d'émulation de ce qui se passe dans les pays du Golfe, etc. J'en doute. Enfin, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Moi, je suis... maghrébin à 100%. Donc, il n'y a pas de... Le Golfe, c'est autre chose. Même si on voit certains qui s'habillent de la manière des pays du Golfe, etc., je ne le crois pas. Voilà. Oui. Je crois que j'ai répondu aux 3 questions. Oui, tout à fait. Pour faire une incidente là-dessus, d'ailleurs, on pourrait regretter, d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas un investissement économique significatif de la finance islamique du Golfe parce qu'en fait, les investissements en finance sont modestes. Le paradoxe, c'est que vous avez un discours sur justement le soutien économique de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats, plus globalement, sur l'espace arabe, on va dire, pris généralement, mais que si vous faites le compte des investissements réels, ils sont dérisoires par rapport aux enjeux colossaux qui sont en jeu. Et c'est tout à fait paradoxal, parce qu'il y a un discours, mais il n'y a pas une réalité. Alors évidemment, c'est très à la mode de la finance islamique. C'est dommage, effectivement, que Jean-Yves ait dû partir, parce qu'il connaît très très bien la question, mais où on a pu noter justement qu'en fait, ça joue sur des sommes extrêmement modestes. Alors, je dirais, le bourgeois honnête homme musulman a le sentiment qu'il va dans une banque qui ne fait pas des intérêts avec son argent. Soit. Hein, mais en dehors, oui, de profit. Voilà. En dehors de ça, c'est un élément sans doute important pour le croyant pratiquant, on va dire. Mais sur l'impact des masses financières en jeu, elles ne sont justement pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Et ça, c'est un véritable problème pour le développement, connaissant les fortunes vertigineuses à la disposition des monarchies. Abdenour, tu voudrais rajouter quelque chose? Je vais juste rajouter un mot sur la question du double jeu. Et évidemment, on prête beaucoup de choses à l'Algérie. Je pense que ça flatte quelque part l'ego politique du régime et de ceux qui sont autour, je pense, parce que au niveau de l'Alliance Atlantique, on trouve la même chose au Maroc, en Algérie. Nous sommes des partenaires stratégiques de l'Alliance Atlantique. Vous savez, ça fait du bien pour les régimes. Oui, c'est comme le voyage de Michael Eisenstadt, sous-secrétaire du Trésor, de 1998, mais dont on nous parle encore. Voilà, ça n'a rien donné, mais on en parle encore. Parce que l'Amérique nous respecte, elle vient nous jouer un rôle important dans la stratégie américaine. Quelqu'un qui se vend d'être un relais stratégique des États-Unis. C'est parfait que les États-Unis protègent leurs intérêts, mais être au service des intérêts d'autrui, ça quand même pose certains problèmes sur l'édification nationale. Alors, pour revenir au double jeu, en fait, on prête beaucoup de choses à l'Algérie, mais moi, me semble-t-il, il y a des faits qui contredisent ces thèses-là. Le premier fait, c'est que l'Algérie, comme ça a été rappelé par Yahya Zoubir, a essayé d'isoler l'élément politique, l'élément terroriste, et a joué la carte dans sardine azawado islamiste. Sauf que les liens de l'Algérie avec Ansar al-Din qui avait des liens aussi, qui a toujours des liens peut-être avec le Mujaou et Al-Qaïda au Maghreb islamique, n'a pas empêché l'enlèvement des diplomates algériens à Gao depuis plusieurs mois. Et si l'Algérie manipulait des groupes, elle aurait pu libérer ses propres diplomates. Et moi je crains qu'ils subissent le même sort que les diplomates algériens en Irak.
L'Algérie avait une position neutre à l'égard de l'Irak, l'invasion américaine de l'Irak, dénoncée officiellement, mais dans les faits c'est neutre. Et pourtant, les groupes sont attaqués à ces diplomates qui ont été assassinés. Donc, si elle manipulait ces groupes-là, pourquoi on s'attaque à ces diplomates et pourquoi elle ne parvient toujours pas à les libérer? Second élément, si vous manipulez des groupes, donc ils sont à votre service, en quelque sorte, pourquoi autant de déploiements des forces armées algériennes, une bonne partie des forces armées algériennes aujourd'hui, aller déployer le long de la frontière libyenne et malienne? Si on manipule ces groupes-là, c'est qu'on ne craint rien. Troisième élément, l'attaque d'Ain Amenas montre très bien que l'Algérie est perdue dans ce réseau terroriste islamiste Azawad, qu'elle n'a aucune carte, qu'elle ne maîtrise rien du tout au final. Et on lui prête toujours des choses, mais dans les faits, je pense, dans les faits, peut-être l'Algérie... Parce que c'est de la pratique discursive, c'est-à-dire que vous dites à quelqu'un vous êtes très fort, il finira par le croire. On lui a dit peut-être vous manipulez tous, vous êtes un acteur régional important et tout, peut-être elle a fini par le croire, mais finalement c'est pas elle qui détient les cartes dans le Sahel, elle ne maîtrise rien et même toutes ces initiatives ont échoué. L'initiative des pays des champs n'a rien donné, la possibilité d'empêcher l'intervention étrangère n'a rien donné et d'ailleurs elle jouait là où il y a véritablement un double jeu algérien, c'est qu'à l'opinion publique elle dit nous sommes contre l'intervention de la France au Mali, mais on ouvre l'espace aérien aux forces armées françaises. Je ne dis pas que c'est bon, c'est mauvais. Le problème n'est pas là. Mais la France n'utilise pas cet espace aérien. Elle utilise celui du Maroc et par conséquent celui de la Mauritanie. Mais on assiste à la conférence internationale à Addis Ababa où on donne, c'est le premier pays donateur au Mali en pleine guerre en Afrique. Je ne sais pas, 5 ou 10 milliards de dollars. Là, c'est un double jeu. Millions, voilà, pardon. Là, c'est un double jeu. Voilà, je vous remercie. Merci. Le mot de la fin. J'ai demandé 10 secondes pour juste continuer sur le même point de vue. L'Algérie, en ce moment, vit une situation que toute sa stratégie, sa sécurité nationale, sur laquelle elle était basée, de ne jamais être encerclée ou d'avoir des problèmes à ses frontières, sur toutes les frontières. Frontière avec le Maroc fermée, frontière avec le Mali désastreuse, frontière avec la Libye, poreuse, on peut dire, poreuse. Poreuse. Tunisie, même chose. Donc, elle est dans une situation vraiment critique. Donc, arguer que vraiment il y a un double jeu, etc., ça me semble un peu très éloigné. Et pour la France, là, je dis une chose, c'est vrai, le double langage, mais en même temps, il est faux de dire que les Algériens étaient... c'est vrai qu'ils disaient on ne veut pas d'une présence étrangère, etc. Bon, ils diront que c'était une demande de la France, que c'était souverain, etc. Mais en même temps, elle n'était pas opposée à une intervention militaire. C'est-à-dire que africaine, tout, oui, voilà, africaine. Pour la France, oui. Je suis d'accord avec vous. Absolument. Mais une intervention militaire, ça n'a jamais été, ça a toujours été sur la table. Voilà. Merci. Il ne reste plus qu'à remercier les intervenants. Et effectivement, je rajouterai un truc, c'est que l'Algérie a perdu tous ses repères géostratégiques en l'espace d'un an. Hein. Voilà. Donc, effectivement, peut-être qu'ils sont très forts, mais nous verrons quelle est la partie souterraine la partie souterraine un peu plus tard si elle apparaît. Merci à tous de nous avoir accompagnés sur cette matinée très dense et merci encore aux intervenants.